Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Lost. Previously on Fringe. Bonsoir. Ce soir, je reçois Julien Dupont, auteur d'Imaginer demain aux éditions Armand Collin. Vous êtes professeur d'histoire géo à Vaux-en-Velin. Oui. Et vous avez écrit sous le pseudonyme de Cobry des fictions radiophoniques. Oui. Alors ça, j'en reparlerai parce que ça m'intéresse. On en reparlera à la fin. Alors avant de parler de votre livre, Imaginez demain, je vais vous poser la question que je pose à tous les professeurs qui passent dans l'émission. C'est pourquoi le choix de carrière professeur? C'est quoi le déclic? Non, ça s'est goupillé. Le choix de professeur, alors j'ai pas été professeur tout de suite après mes études. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que déjà mes parents étaient professeurs. Du coup, je pense qu'à un moment donné, ça a dû jouer. L'autre aspect, c'est que je me sens très à l'aise avec des publics jeunes, adolescents. Et puis voilà, le métier de professeur est un métier qui permet de jamais s'ennuyer. En tout cas, ça c'est une certitude. Et qui laisse aussi pas mal de temps aussi pour réfléchir. Alors du temps, pas nécessairement de vacances, mais en tout cas une façon d'organiser son temps qui est plus intéressante, disons, que de travailler dans un bureau et peut-être face à un public. C'est ça qui me motivait, en tout cas. D'accord. Et par rapport à l'idée que vous aviez du métier, est-ce que la pratique, vous avez eu des surprises ou pas du tout? Alors moi je suis professeur plus ou moins depuis 20 ans maintenant. J'ai été dans un peu tout type de public. Actuellement je suis à Vaux-en-Velin, en banlieue lyonnaise. Je pense que les surprises elles sont permanentes. Après l'école et le collège évoluent. Ça évolue souvent de plus en plus peut-être par en haut et par des directives. Et oui, c'est un métier qui pourrait être, disons, plus simple avec davantage de moyens, davantage de classes peut-être moins chargées. Donc c'est un métier qui est toujours en attente de mieux, en fait, je pense, pour répondre un peu aux objectifs qu'on nous fixe et qui sont très très difficiles à atteindre, je dirais. Ouais. Je fais un silence parce que ça fait un petit peu peur parce que c'était déjà le cas quand j'étais élève. Ouais. Dans nos collèges, dans mon lycée, et j'ai l'impression que ça empire à chaque rentrée, j'entends ça, quoi. Je trouve ça effrayant, quand même. Alors moi, je sais pas si ça empire l'école, je pense qu'elle s'améliore quelque part, mais c'est la société qui l'entoure qui bouge pas nécessairement. Moi, j'enseigne à Vaux-en-Velin, dans le quartier du Mas du Taureau, un collège très dynamique où il y a beaucoup de projets, des élèves qui ont toute la volonté, qui peuvent avoir toute la volonté pour s'en sortir, mais et voilà, il y a des freins sociaux qui quelque part ne sont pas suffisamment pris en compte depuis des décennies et on peut parfois avoir l'impression de se battre contre des moulins, dans le sens où le contexte extérieur de ce qui se passe à l'extérieur du collège, dans les familles, dans les quartiers, pèse très lourdement en fait sur l'avenir des enfants, et que l'école peut s'améliorer, mais malheureusement j'ai pas l'impression que les dernières années passées montrent des améliorations pour faire, disons, soit progresser, soit former des jeunes qui deviennent des citoyens actifs et qui croient aussi dans leur société. Il y a beaucoup de contradictions là-dedans, je trouve, en fait. Ils ont quel âge, vos élèves, sans indiscrétion? C'est des collégiens, donc entre 11 et 16 ans. Et ils sont politisés ou ils sont dépolitisés à cet âge-là ou pas du tout? Oui, oui et non. Oui, dans le sens où c'est toujours quelque chose de l'extérieur, mais c'est vrai que lorsqu'on arrive dans un collège, que ce soit en banlieue, que ce soit dans un milieu rural, on percute très rapidement l'engagement politique, disons, au moins des parents, en tout cas de l'entourage. Et donc ça, oui, c'est politisé. En tout cas, oui, il y a ils vont chercher des repères, et voilà, ils vont chercher ces repères dans les personnalités, disons, charismatiques, qui sont un peu peut-être plébiscitées autour d'eux, et donc mais peut-être que le mot politisé est pas exact. Je pense que ça arrive plus facilement au lycée,
Là, c'est plus ils reproduisent un petit peu ce qu'on leur dit à côté. Certains vont l'être, hein, mais disons qu'à 15-16 ans, ça commence tout juste pour moi. Oui. Oui, en le disant, j'ai pensé que c'était peut-être un peu trop fort politisé. C'est plus ce qu'ils ont conscience du monde autour, quoi. Ce qu'ils sont, c'est plutôt ça. Non, mais le monde est de plus en plus intervient de plus en plus dans le milieu scolaire, hein, donc ils sont obligés d'avoir un avis sur des événements qui les percutent constamment et à qui ils vont demander des comptes à leurs professeurs, surtout d'histoire-géographie d'ailleurs. Ben, j'imagine. Alors, sur ce sujet, je conseille l'interview qu'on a faite avec Vincent Patiniès, qui est aussi professeur à Tours, il me semble, et qui parle justement des difficultés d'école d'aujourd'hui. Je vous laisserai chercher sur le site internet et bonne écoute. Je ferme la parenthèse. On revient à votre livre, Imaginez demain, chronique cartographique d'un monde à venir. C'est aux éditions Armand Collin. Dans la préface, vous citez Yves Lacoste. Vous pouvez rappeler qui est Yves Lacoste? Alors, bah, Yves Lacoste, c'est un géographe, donc voilà qui enseigne depuis une trentaine, quarantaine d'années. Alors, je le cite en fait pour disons transformer un petit peu ce qu'il dit, puisque ça, disons, une des phrases qu'il a rendu célèbre, c'est la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Ce qui indiquait l'idée que effectivement les cartes, la géographie ont d'abord servi aux états-majors pour repérer l'ennemi. Et voilà, moi j'ai choisi de le transformer en la géographie, ça sert d'abord à faire du coloriage. Voilà, bon pour le jeu de mots, mais pour un peu justifier ma pratique un peu disons particulière de la cartographie qui est une pratique artisanale. Ouais, justement, j'allais justement citer cette phrase. Les cartes, ça sert à faire la guerre. Et vous, dans le livre, vous déclarez votre amour pour les cartes. Les cartes imaginaires ou les cartes, comment on peut dire, l'anticipation, ouais. Du coup, moi, je vois un paradoxe. C'est des cartes réelles, mais mais ça part dans l'imaginaire. Vous êtes tout de suite parti dans les cartes imaginaires? Alors moi, oui, enfin disons que depuis très 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 longtemps, je pense que j'ai toujours été fasciné par les cartes. Je les ai petits collectionnés, je m'absorbais un peu là-dedans. Et à un moment donné, je me suis amusé en fait à les découper en fait pour former des nouveaux motifs. Et j'avais alors donc contacté l'IGN à Lyon pour qu'ils me fournissent des cartes périmées. Et donc j'ai fait des collages sur les murs de chez moi pendant très longtemps. J'ai fait très longtemps des collages comme ça, un peu énigmatiques, vraiment à seule fin de me distraire et juste pour former des formes particulières. Et puis disons plus récemment que j'ai commencé à me dire que ça pouvait avoir un intérêt autre, c'est-à-dire que je pouvais à la fois les dessiner moi-même avec différents outils, d'abord les crayons de couleur, puis les feutres. Maintenant c'est plutôt de l'aquarelle. Et du coup d'inventer des motifs, soit d'inventer des motifs imaginaires pour y placer des histoires, des interrogations, des listes, soit utiliser des motifs cartographiques réels, du moins essayer de les reproduire pour questionner quelque chose ou pour poser un récit, parfois d'anticipation. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment parti d'abord de l'imaginaire, d'une pratique un peu artistique, quoi. Je pense qu'au départ c'est ça, hein, c'est-à-dire que mes cartes, comme elles sont toutes, disons, c'est des modèles dessinés, ils sont pas retouchés. Ça passe d'abord par le dessin, c'est-à-dire de créer une forme, d'en être content, de la trouver visuellement agréable, précise, et après effectivement d'imaginer un propos pour cette carte. En fait, j'ai l'impression que souvent je vais d'abord dessiner quelque chose sans forcément me préoccuper de ce qu'elle va vouloir raconter, mais au fil du temps, en fait, à force, je trouve son sens et je vais essayer de développer sur la carte une thématique, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Et du coup, le sens, vous l'avez mis à partir de quand? Vous l'avez mis longtemps après avoir commencé cette... Ça dépend, ça peut être très variable. Il peut y avoir des motifs qui sont dessinés dans un objectif précis, et puis d'autres qui finalement, à un moment donné, vont me servir peut-être parce que je me dis que le motif peut servir, par exemple, à
à évoquer la littérature d'anticipation. Et dans ce cas, c'est une carte, disons, ça a l'apparence d'une carte géographique, mais il s'agit en fait de plutôt peut-être d'une liste ou d'une info, une sorte d'infographie mais artisanale qui évoque un sujet. En fait, j'ai un peu l'idée, si vous voulez, d'utiliser les cartes comme une sorte de médium à travers lequel j'essaie de décliner différentes questions personnelles ou plus politiques ou géopolitiques comme dans le livre. Alors, je vais parler un peu plus du livre maintenant. On va rentrer dedans plutôt. Dans une première partie, vous dessinez un peu le monde de demain. Donc, le monde qui subit les changements climatiques, les bouleversements, et vous dites assez rapidement que de toute façon, l'homme s'adaptera. Je vais citer parce que ça va m'amener à une réflexion que je me suis faite en vous lisant. L'humanité continuera peut-être à le faire, à s'adapter, en privilégiant une élite dominante, asservissant la majorité et concentrant les ressources. Un modèle universel qui a finalement accompagné la naissance et l'expansion des civilisations humaines, modèle si intériorisé aujourd'hui que la conscience accrue des inégalités à l'échelle mondiale n'entame toujours pas de manière convaincante la volonté de consommation pour ceux qui en ont les moyens. Ouais. En gros, vous dites que la bourgeoisie va nous bouffer, quoi. Va bouffer tous les sociétés. En fait, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un imaginaire sur le futur qui est un imaginaire la plupart du temps très pessimiste, ce qui paraît assez logique. En fait, il est bien plus facile d'imaginer un monde où tout ira plus mal avec les changements climatiques, les inégalités actuelles, etc., que d'imaginer un monde où les choses seraient résorbées. Donc, en fait, dans le passage que vous venez de lire, ce que je veux dire, c'est que c'est que effectivement, il paraît un peu ancien finalement que les sociétés humaines, elles ont toujours privilégié, disons, une partie de la population par rapport à une autre. Alors parfois de manière extrêmement marquée, les empires, voilà, l'esclavage, etc. Peut-être aujourd'hui de manière un peu moins marquée, même si on peut constater en fait que à l'échelle globale, les inégalités, c'est presque comment dire, personne peut dénier ce fait-là, mais qu'il y a peut-être 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui. Et voilà, une fois qu'on a dit ça, on se dit, ben oui, effectivement, il y a 10% de la population mondiale qui souffre de la faim. Et voilà. Et il y a très très peu finalement de solutions d'idées qui pourraient permettre de résorber ça et de mettre un terme à ces inégalités. Tout ça, on le voit à l'échelle d'une ville. On le voit à l'échelle d'une ville comme Lyon, rien qu'en la traversant d'un bout à l'autre. On passe d'un quartier très riche. Il suffit de prendre la même ligne de train, de bus d'un bout à l'autre pour se dire, ben non, on change de monde. Les difficultés, elles sont ici. Là, il y en a visiblement beaucoup moins. En tout cas, elles sont différentes. Et que donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que finalement, l'idée, c'est pas tellement de comment le monde va se transformer, s'il y aura plus d'eau, les glaciers vont fondre, etc. Ce que je dessine, mais la façon dont on va adapter la société à ces changements. À savoir, c'est pour ça que je me sers surtout beaucoup de la littérature. On peut imaginer un monde du futur comme dans La Route de Cormac McCarthy, où c'est vraiment la guerre de tous contre tous, des cannibales. Et on peut aussi imaginer des sociétés qui, après une sorte, disons, d'effondrement, essaient de se reconstituer autour de certaines bases, comme je pense à un livre qui s'appelle L'année du lion de Deon Meyer, qui est un Sud-Africain. Donc voilà, en fait, c'est un peu le genre de problématiques qui nous attendent à l'avenir, qui sont en fait les mêmes actuellement, mais qui vont être certainement renforcées par le changement climatique et par et par des catastrophes et qui poussent en fait finalement à la réflexion sur une autre forme de société en fait. D'accord. C'est intéressant ce que vous avez dit, vous avez parlé de littérature. Je reviendrai sur ça un peu plus loin, mais du coup, un peu plus tard, pardon. Donc vous avez parlé des cartes, etc., du sens que vous y mettez. Moi, je vois là-dedans de la politique. Est-ce que vous avez eu conscience de ça? Est-ce que c'était votre but aussi de mettre de la politique dans les cartes, ou ça s'est imposé par rapport au sujet? Ah non, oui, bien sûr. En fait, ça s'est imposé. Enfin, c'était à la base, hein, si vous voulez, c'était un projet avec Armand Collin,
qui m'avait d'abord contacté sur ce que j'avais fait sur le confinement. J'avais fait beaucoup de cartes, pendant le confinement et ça les avait intéressés. Et puis finalement, assez rapidement, ils se sont dit que ça serait pas vendable, un atlas du confinement pour trop peu de temps après ces événements. Donc en fait, on a discuté d'un sujet, mais moi j'avais, disons, comment dire, imposé la volonté quand même que ce soit politique. Il s'agit pas d'un manuel objectif. Je mets un peu mes opinions dedans, je me mets personnellement dedans, même si j'essaye d'analyser objectivement un peu certaines données scientifiques sur des faits actuels, que ce soit la montée des eaux, que ce soit les ressources, etc. Mais tout en me donnant la liberté d'imaginer des futurs fictifs. Et politique, oui, c'est nécessairement politique, je pense. Enfin, euh, mais même de toute façon, hein, même si je disais que c'était pas le cas, n'importe quelle personne qui fait des cartes, particulièrement, met une idée politique dans ce qu'il fait. Il va peut-être essayer d'être le plus objectif possible, néanmoins, une carte, c'est un objet politique. Ouais. De base, une carte, c'est politique. Oui, De carte, de base. ouais, je pense. Ok. En tout cas, peut-être, oui, je pense, en tout cas, elle peut servir à ça. Elle peut être juste quelque chose. C'est ça qui est intéressant avec les cartes, c'est que ça peut être aussi quelque chose d'esthétique, comment dire, qui va juste donner des indications. Mais néanmoins, quand même, il y a toujours cet aspect où, en tout cas, c'est un objet d'autorité. C'est-à-dire que de loin, on va pas la contester. On va dire, il y a une carte là. Ça doit être, on peut se repérer là-dedans. Puis si on s'approche, ben, en tout cas, en regardant certaines des miennes, on peut se dire, tiens, c'est un peu bizarre là. Parce que voilà, en jouant avec les mots, on peut aussi un peu transformer le paysage qu'on décrit aussi. Ok, d'accord. Merci. On va rentrer un peu plus en détail dans votre livre. Tout à l'heure, vous avez parlé de littérature. Et moi, c'est l'impression un petit peu que j'ai eue. Parce qu'au début, ça m'a vraiment un peu dérouté comment c'est passé l'introduction. Passer l'introduction, vous expliquer pourquoi, ce que vous avez dit tout à l'heure, pourquoi vous avez commencé, etc. J'ai trouvé ça déroutant parce que j'ai pas très bien compris au début où on allait. Et en fait, cette non-compréhension, ça fait partie de la force du livre. J'espère que je vais bien expliquer le sentiment que j'ai eu, parce que je trouve vraiment que ce sentiment-là, il est à l'origine de pourquoi j'ai autant aimé le livre, quoi. Par exemple, le premier chapitre, vous parlez de Nord Sentinelle en 2024 et de d'Oléron en 2124. Et pour nos sentinelles, vous rappelez un petit peu ce qu'est cette île. Donc, c'est l'île retirée de toute civilisation. Si on approche, on nous envoie des lances, etc. Donc, très fermée. Et vous racontez donc dans une sorte de manuel d'histoire qu'on retrouve donc après 2124, ce qu'il est advenu d'Oléron et de son île après une catastrophe climatique. Et vous dites que ben voilà, après une incursion sur le continent, tout est dévasté et les habitants d'Oléron ont décidé de fermer leurs frontières, quoi, et de rester chez eux tranquilles et de vivre en parfaite autonomie. Donc forcément, dans le chapitre, on fait le lien avec leurs sentinelles qui restent enfermés chez eux et on se dit tiens, mais pourquoi ils vont pas vers les autres, et vous nous donnez une sorte de lecture, d'explication en allant dans le futur. En gros, vous dites de ce que j'ai compris moi, mais stop la croissance, allons vers la décroissance, mangeons local, arrêtons la mondialisation, etc. Alors peut-être que je mets mes fantasmes, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que je vais lire totalement? Alors en fait, plusieurs choses effectivement. Enfin, dans la construction du livre, en fait, chaque chapitre, je l'ouvre généralement sur une petite île. J'ai pris des exemples de petites îles parce que pour moi, c'est un peu des microcosmes qui peuvent représenter un peu soit les atteintes à l'environnement, soit un concentré de l'histoire humaine. Et donc ça me sert un peu disons, comme une sorte d'accroche sur chaque chapitre, disons. Et alors, le fait de comparer Nord Sentinelle et Oléron, c'était un jeu d'imaginer deux îles un petit peu, disons, comparables en taille. Hein. Nord Sentinelle, c'est un petit peu plus petit, mais c'est des petites îles, hein, de moins de 150 km². Et de se dire, voilà, c'est...
North Sentinel, c'est un peu de la science-fiction. C'est un peu l'idée voilà, on est coupé du monde, un peu comme si on imaginait l'effondrement, comme on peut l'imaginer dans certains romans. Et voilà. Et donc après, l'idée d'imaginer, pas forcément exactement la même chose sur Oléron, mais d'imaginer justement que cette île soit coupée du continent. Voilà, je trouvais ça intéressant de les mettre en parallèle et sur la même carte, histoire peut-être de brouiller les pistes et justement pour que peut-être les lecteurs se disent pas finalement qu'ils sont en train de lire une espèce de manuel sur le changement climatique ou sur des scénarios du possible, parce que voilà, je me dégage un peu du possible. J'imagine des choses possibles, probables, peut-être improbables, mais des scénarios, et peut-être en me guidant justement en guidant le livre sur l'idée des scénarios du GIEC, ce que je trouve symptomatique justement que c'est cette façon d'appréhender le futur. Aujourd'hui, on nous parle de scénarios, et on est dans un monde où la fiction nous se confond de plus en plus avec la réalité par tout ce qu'on voit, par tout ce qui est des réseaux, des contenus numériques, de l'IA, etc. Et donc pour moi justement, voilà, il y a l'idée de rendre ce futur fictif, tout en l'assumant, et en mêlant finalement des chroniques scientifiques et des passages qui sont purement fictionnels. Et comment vous avez décidé cette structure? Eh ben, parce qu'en fait, je me suis dit, si l'idée c'était de faire un livre sur Imaginer demain, j'ai tout de suite pensé au scénario. Je me suis dit qu'il fallait l'articuler un petit peu comme si j'étais en train de préparer un film, en fait. Donc, à me poser la question de qui joue le premier rôle. Donc là, à l'évidence, c'est l'homme. Qu'est-ce que le décor? Comment le décor va changer? Quel est l'objet, la quête, voilà, qui est au cœur du sujet. Et bon, c'est un chapitre que j'ai appelé l'épice, comme donc en référence à Dune. Et donc il y avait un peu l'idée justement d'articuler le livre en fonction en utilisant parfois un vocabulaire qui est lié au cinéma, comme une sorte de storyboard du futur, avec différentes possibilités, différents scénarios contradictoires les uns envers les autres. Voilà. Mais je trouve que ça marche super bien dans le livre. Vraiment, c'est ce que je disais, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que les petites, les petites marges d'anticipation que l'on trouve, les petits textes, les petites Oui. fictions, hein, que l'on trouve, qui sont après qui sont datées, hein, qui sont expliquées. Par exemple, pour Oléron, vous dites que c'est Manuel, je crois, Geste de Nouvelle-Aquitaine, auteur inconnu vers 2124. Ouais. Et vous avez plein de références comme ça. Je trouve que c'est comme si vraiment, on était archéologue, on retrouvait des textes, quoi, anciens pour nous raconter ce qui s'était passé. Je trouve que ça marque vraiment la lecture, et ouais, on entre dedans, quoi. C'est super, quoi. Passer le premier cas, c'est pas comme tous les livres, eh ben tant mieux, quoi. Oui. Oui. C'est ça, tant mieux, en fait. Et ça marque vraiment bien. Alors, et vous vous souvenez aussi un problème, moi, qui m'avait jamais frappé. On sait maintenant, hein, que la montée des eaux, etc., que des îles et des cités vont disparaître. Et c'est avec votre livre que le problème m'a frappé, c'est que les villes vont disparaître, mais aussi les terres cultivables. Et vous posez la question dans le livre de que devient un peuple sans territoire. Oui. Ils n'avaient jamais pensé à ça, quoi. Pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bah, parce qu'en fait, j'ai un peu justement fait des recherches là-dessus, dans le sens où je voulais parler un peu de ces îles du Pacifique qui disparaissent. Et bon, ça c'est très médiatisé. On sait très bien que l'eau monte dans ces archipels d'Océanie, dans l'océan Indien, etc. Mais très récemment, enfin, il y a 2 ou 3 ans, c'est le Premier ministre de Tuvalu qui a fait une conférence, les pieds dans l'eau. 2 ans plus tard, effectivement, il a décidé en fait de faire de faire une reproduction numérique de son île afin qu'elle survive au changement climatique, et en se posant effectivement la question de qu'est-ce qu'un pays qui est en train de disparaître? Est-ce que ce pays existe encore?
Et effectivement, dans les textes légaux qui définissent les caractères d'un État, parmi ces caractères essentiels, il y a le territoire. Donc effectivement, sans territoire, est-ce qu'on peut parler d'État? Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de rappeler que ces peuples qui vont être confrontés à ça, finalement, pour réfléchir à ça, ils vont en partie peuvent se tourner vers le numérique comme si leur État qui aura disparu resterait, disons, existant virtuellement, même si il n'a plus de surface et sa population a dû déménager. Voilà, c'est une question assez vertigineuse, effectivement. Oui, ça m'avait pas frappé avant la lecture de votre livre. Vraiment. Et tout à l'heure, on parlait de politique, justement. Je disais que une cardiographie, c'était politique. Et la politique, elle est présente beaucoup dans votre livre. Du moins, une politique un peu, j'allais dire fantasmée, c'est pas le mot, mais pro-climat. Oui. Qu'il faudrait vous raconter l'histoire de la couche d'ozone, comment elle a été sauvée uniquement par une décision politique, enfin, Ouais. enfin, j'ai envie de dire. Oui, la couche d'ozone, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est quelque chose, moi, c'est la génération, moi, je me souviens de ça parce que c'était les années 80, donc j'étais enfant, mais je me souviens qu'on nous parlait de ça et puis on nous montrait des images pas très précises. Quand ils ont commencé à en parler, on a commencé à penser que ça avait l'air d'être grave, mais je pense que à l'époque, enfin dans les années 80, c'était grave, mais on pouvait pas se rendre compte à quel point ça aurait pu être une catastrophe. Visiblement, en fait, il y a une dizaine d'années qui se passent entre les premières alertes et puis les vraies décisions, à savoir l'arrêt des aérosols. Et si cette décision n'avait pas été prise, en fait, il est très très clair que d'ici 2050, 2060, il y aurait commencé à avoir des atteintes de cancer et que les rayons solaires auraient fini par cramer en fait une grande partie de la surface terrestre. C'est en fait que ça aurait produit une espèce d'apocalypse assez rapide, pas forcément fulgurante, mais en tout cas sur 50, 100, 200 ans, si disons la société industrielle avait perduré de cette façon-là. Et que parallèlement, en fait, la résolution de ce problème s'est fait de manière relativement discrète, par des gens très discrets. Il n'y a pas eu ça n'a pas fait l'objet de films à grand spectacle. Et pourtant, la menace était incroyablement létale, en fait, pour l'humanité. Et alors, évidemment, de ce fait, dans le livre, je pense que je dis que c'est une sorte de préquel de la grande question des changements climatiques actuels, mais comme une espèce de micro-événement face à une entreprise encore bien plus vaste qui nous attendrait. Mais je trouve que voilà, c'est symptomatique à une époque, on est pris quand même assez tranquillement sans se rendre compte, en se rendant compte a posteriori que si la décision n'avait pas été prise, voilà, la vie sur Terre elle-même aurait été sérieusement condamnée en fait, hein, par le fait que les rayons solaires tapaient directement la surface. Et du coup, vous sous-entendez, si je comprends bien, que la situation actuelle, elle ne peut être réglée que par la politique. En fait, oui, mais oui, ça c'est certain qu'elle peut être, elle ne peut être, ça peut être résolu que par la politique. Maintenant, le problème étant qu'une politique mondiale reste pour l'instant totalement impuissante à ça. Et disons que dans on ne peut pas exactement, on peut résoudre ce problème pour l'instant pour une partie de la population. Mais la poursuite de la société industrielle et de la société technologique telle qu'on la connaît implique en fait que les ressources nécessaires pour parer au changement climatique continuent à être extraites dans des pays qui ne profiteront pas dans un premier temps finalement des bienfaits, disons, de la transition énergétique. Que ce soit par exemple pour ce qui est de la question des véhicules électriques, hein, qui maintenant vont être de plus en plus produits en Afrique, mais à destination finalement du public européen. Donc voilà, vous voyez, c'est vrai qu'il y a une hypocrisie pas incroyable et quelque chose qui est à la fois totalement totalement discuté, mais qui nous empêche pas pour l'instant de continuer comme si de rien n'était.
c'est-à-dire à ne plus pouvoir s'interroger, par exemple, sur la provenance des matériaux qui composent tous nos appareils, en fait, hein, et les conditions dans lesquelles ils ont été prélevés. Que l'immense contradiction, elle est là, c'est-à-dire que on peut voir le fait que même les plus grandes multinationales vont se saisir de ça en disant qu'elles vont faire du vert, elles vont faire plus écologique, mais en fait elles ont surtout envie de survivre en fait et de continuer à engranger de l'argent. Donc le système industriel et capitaliste actuel présage pas forcément de changement à grande échelle, en tout cas du paradigme d'inégalité globale et acquise comme normal, hein. C'est un peu normal si on vient du Tchad d'être pauvre, si on vient de Norvège, en principe on est riche. Enfin, voilà, en tout cas, rien n'est techniquement totalement remis en cause. Donc, à mon avis, tant que ce sera pas fait, bah, les conséquences vont forcément passer par de la violence, à moins de trouver justement une voie de négociation, mais pour l'instant, elle paraît vraiment très très compliquée à trouver. Oui. Du coup, votre livre, pour vous, c'est comment vous le voyez? C'est un état des lieux? C'est un signal d'alarme? C'est comment vous le décririez? Alors, Ce terme. je pense que j'ai voulu faire un état des lieux, c'est-à-dire de chercher de manière assez synthétique, sans faire des textes trop longs ou des cartes trop compliquées, à essayer de montrer un peu les différentes quelques thématiques fortes aujourd'hui où on voit toutes ces contradictions, comme les ressources, l'urbanisme, euh, les questions d'inégalité, les questions de déforestation, et d'essayer d'extrapoler, alors à travers des textes de fiction qui sont justement assez souvent provocateurs et qui vont essayer de pousser à bout en fait un peu les logiques actuelles, euh, en imaginant finalement dans le futur des prolongements de l'histoire humaine, savoir ou en imaginant des retournements de situation où finalement soit les sociétés du Nord finissent par péricliter et celles du Sud trouvent une autre forme bah, de, 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 de société, ou soit effectivement par la poursuite un peu effrénée de consommation qui va forcément précipiter les choses, à mon sens. Vous écrivez justement dans le même ordre d'idées que l'homme est une ordure. Mais la simple observation humaine est déjà une présence, une influence qui impacte l'île et son écosystème. Vous parlez en l'occurrence là de l'île Cotco au Costa Rica, pardon. Je poursuis, les paradis terrestres n'existent qu'avant leur découverte et perdent rapidement leur essence face aux premières empreintes des tongs sur la plage. Bah oui, oui, c'est sûr. C'est tout comme la plus belle plage du monde qui va être postée sur Instagram avec ses coordonnées. Et puis voilà, après c'est terminé. Donc évidemment que on peut préserver la nature, c'est très sympa, mais je pense que des environnements où justement il y a il en existe plus vraiment sur Terre, où il y a plus d'atteinte, même s'il n'y a pas d'humains sur place, l'influence de l'homme reste quand même va se diffuser, mais c'est vrai qu'on peut se dire que le fait d'observer et puis les scientifiques qui étudient des climats très comment dire, des climats fragiles le savent, hein, c'est-à-dire que si ils peuvent parfois s'équiper complètement. J'ai vu récemment quelque chose sur une forêt où des scientifiques, pour aller étudier des espèces, en fait, ils se couvrent un peu comme des cosmonautes pour éviter de déposer des germes. Donc oui, c'est sûr que l'observation même est un paradis terrestre. Oui, un paradis, c'est comme les images qu'on voit des plages paradisiaques dans les agences de voyage. Alors, elles sont toujours vides. Et puis en réalité, elles sont pas vides parce que sinon ça marcherait pas en fait. Enfin, voilà. Sur l'impact de mémoire, vous racontez l'introduction de la perle du Nil dans un lac, j'ai oublié. Le lac Victoria. Oui. Le lac Victoria. Mmh. À quel point ça a détruit l'écosystème en place. Ce qui me fait dire que le problème, c'est pas l'être humain seul, c'est son nombre. Il y en a trop. Nous sommes trop. Ouais. On est trop sur Terre.
vous raconter aussi un autre truc, mais ça, je laisserai les lecteurs aller voir. À l'assèchement des lacs et paradoxalement, l'apparition de petits lacs. Oui. Je laisserai, on ne va pas tout dire. Allez lire les livres. Donc, Imaginez demain aux éditions Armand Collin. Il y a une partie, vous l'avez dit tout à l'heure, votre livre qui s'appelle L'épice. Et alors, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que, alors, vous racontez que pour extraire l'énergie, donc pétrole, charbon, etc., il y a 8 à 10% de cette énergie qu'on extrait qui est réservée pour extraire justement cette énergie. Oui. Ouais. J'avais pas pensé à ça et ça m'a... Ouais, je pense que c'est un peu la logique globale de pas mal de choses. C'est un peu dans le même sens que l'agriculture ou la consommation de viande qui va nécessiter énormément de végétation. Donc oui, pour extraire du métal, et c'est aussi un peu des contradictions ce qui est des transitions énergétiques, c'est que euh, pour faire utiliser des objets qui soient, disons, neutres carbone, euh, on a besoin de métal aussi bien pour constituer ces objets, mais aussi pour extraire le métal lui-même, où on va avoir besoin de machines et où donc oui, c'est 8 à 10%, et je crois parce que euh, c'est quand même une proportion importante. Donc effectivement, on peut assurer la transition énergétique, mais elle aura quand même un coût, forcément un coût industriel important. Ouais, j'allais dire que tout ça, ça fait quand même, j'allais dire peur, pas peur, mais on, on se dit c'est quoi la solution, quoi. On est foutu, quoi. Bah, alors foutu, je sais pas en fait, mais j'ai l'impression que j'ai j'ai- j'ai l'impression que de toute façon les choses changeront fatalement. Ou alors à se dire, les choses peuvent continuer comme ça en fait. Elles peuvent continuer peut-être pendant des décennies, peut-être des siècles. Mais moi je vois les choses de deux façons. Soit elles continuent comme ça, mais finalement euh, le, le, le nombre de la population du monde augmentant, ce sera toujours destiné qu'à une minorité, à moins de trouver un système de répartition égale. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que les peuples les plus riches doivent renoncer à des choses. Et c'est extrêmement compliqué, en fait, déjà de renoncer, mais de renoncer à des choses qui nous semblent tellement normales, que ce soit l'électricité permanente, la connexion, enfin, et parallèlement, en fait, on a des populations indiennes, brésiliennes, chinoises, sud-africaines, ou des pays en développement, en fait, qui se développent et qui commencent à accéder à ce à quoi nous sommes habitués, c'est-à-dire notre confort moderne. Et donc, oui, on peut se dire, à ce rythme-là, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Tout le monde ne peut pas, on peut pas assurer l'avenir en disant demain, tout le monde aura à boire, à manger, un toit, des soins, un smartphone, un vélo électrique. Non, en fait, donc les ressources, elles sont tout simplement pas suffisantes pour ça, en fait. Donc, techniquement, on peut dire que c'est très pessimiste, mais oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même, j'ai l'impression qu'il faut quand même être réaliste. Par contre, le fait qu'il y ait des structures qui vont peut-être s'effondrer, peut-être pas d'un coup, hein, peut-être sur du très long terme, empêche pas le fait justement de réfléchir à des formes de société et de sociabilité différentes, euh, qui peuvent être d'ailleurs expérimentées à petite échelle dans le monde sur certains aspects. Il y a des plans d'action qui montrent que des sociétés ou des villes, des villages, des quartiers, des initiatives personnelles permettent de vivre localement de vivre mieux, en fait. Euh, mais voilà, tout ça, c'est à l'échelle globale, et il me paraît c'est très très difficile d'imaginer un happy end. Alors il y a ce livre hein, que j'ai lu récemment, que je cite un peu, qui s'appelle Le Ministère du Futur de Kim Stanley Robinson, qui est intéressant parce qu'il imagine une agence de l'ONU qui serait en charge donc du changement climatique et qui aurait de réels moyens. Et dans le livre, donc, suite à des catastrophes terribles dans les années 2020-30, arrive à freiner les choses. Donc, il commence à y avoir de la littérature aussi qui essaie d'imaginer scientifiquement des futurs un peu plus vivables avec des solutions. C'est intéressant aussi, c'est un point de vue politique intéressant. Ok, d'accord. Merci. Je l'ai pas dit, mais il y a aussi, vous avez aussi un petit humour plein sans rire dans les livres par moment. Par exemple, vous expliquez à un moment donné que avec la dérive tecto, des plaques oula.
Allez-y. Des plaques tectoniques, ouais. Merci. On allait retrouver une Pangée Proxima Ouais. pour la prochaine, et vous écrivez que dans 250 millions d'années, un des scénarios de l'évolution tectonique prédit la reformation progressive de la Pangée. L'exploitation, les rivages, etc., pourront bénéficier de nouvelles ressources fossiles en abondance, et l'exploitation de ces gisements restant difficile à envisager en l'absence de progrès des technologies de téléportation et de voyage temporel. Voilà, c'est une Ça carte fait un peu de provocation avec une carte du monde en 250 millions d'années et en ajoignant les réserves gazières et pétrolières disponibles donc dans 250 millions d'années. Moi, ça m'a fait rire. Toujours dans le futur, vous parlez du Groenland. Alors là, on prend la machine temporelle et vous expliquez que c'est devenu la destination à tous les ultra riches de la Terre, parce qu'il fait bon vivre, parce que on découvre là-bas des ressources immenses. Je n'avais pas pensé à ça non plus, mais du fait de la fonte des glaces. Et ça, vous pensez que c'est ce qui va arriver, le Groenland de destination Non, alors destination. en fait, c'est vraiment là aussi, c'est une carte très provocatrice où j'imagine le Groenland avec la neige et enfin la glace totalement fondue. Donc, en principe, on pense que sous le Groenland, il y a une sorte de ça serait une surface d'eau en fait si tout fondait, donc ça ferait une sorte de mer intérieure. Donc j'imaginais que les températures aient clairement augmenté, ce qui va se produire certainement. J'ai évidemment poussé un petit peu en imaginant des stations balnéaires. J'ai aussi imaginé de manière un peu provocatrice que les Inuits en fait aient récupéré un peu disons la propriété de leur île et en effet une sorte de, comment dire, un peu comme un émirat, comme les Émirats arabes unis, où ces pays du Golfe qui ont fait fortune sur le pétrole et où on a une très faible population qui emploie une forte population immigrée et qui sont devenus des États extrêmement riches. Donc j'essaie d'imaginer la même chose pour les Inuits qui, du coup, accueillaient effectivement les quelques ultra riches encore disponibles sur la Terre, tandis que le reste des latitudes tempérées serait devenu quasiment invivable en raison de la hausse des températures. Moi, c'est le passage auquel j'ai cru, quoi. Ouais, vraiment. J'ai dit, voilà, c'est ça. Ça va arriver. Alors, il n'y a pas que des imaginaires, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous partez aussi souvent de petites îles. Et il y en a une, moi, que j'ai découvert, je ne savais pas du tout qu'elle existait. C'est l'île qui est appartient aux Britanniques et qui est louée aux Américains. Je sais pas si vous voyez de quelle île. Chagos, ouais, Diego Garcia. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Donc elle est louée aux Américains par les Britanniques pour un complexe militaire, quoi. Oui. J'ai pas de question, c'est juste que je savais pas que ça existait et ça m'a bien amusé. Et les habitants d'origine, enfin qui sont d'anciens esclaves, cherchent toujours à revenir sur leur île parce qu'ils ont été donc déportés dans les années 70 pour l'établissement de cette base. Ouais. Ouais, procès en cours et toujours. Ouais, toujours en cours. Hein, c'est toujours bon. Et c'est des histoires très complexes entre le Royaume-Uni et l'île Maurice, puisqu'en principe, les îles Chagos appartiennent à l'île Maurice, qui appartenait précédemment à l'Empire britannique. Donc, Ouais, donc ouais, c'est une histoire. La découverte des îles m'a amusé et après j'ai été voir du coup un peu plus sur Wikipédia euh, euh, pour voir où ça en était. J'ai pas parlé aussi des cartes qui sont vraiment très belles en fait. Donc du coup ça ajoute aussi au plaisir de la lecture et ça facilite l'immersion. Comme je disais tout à l'heure, l'idée elle est super bonne en fait de ces fragments de futur qui nous attendent. Avant de passer à la suite, je vais vous poser une dernière question sur le livre. C'est carte blanche. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose dont je n'ai pas parlé pendant cette heure d'interview? Eh ben, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, hein, que je pense que le but c'était justement ça, c'est-à-dire de parler, de faire des textes et des cartes, des textes relativement courts sur une question donnée qui est peut-être pas très connue, comme par exemple celle qui concerne cette île Diego Garcia, et de donner envie aux gens justement d'aller un peu plus loin et de fouiller la question. Parce que moi j'ai fait des petites recherches sur certains aspects, mais je pense qu'un des buts du livre c'était justement de se dire voilà, s'emparer un peu de la documentation dont on a tous à disposition
on peut aller loin finalement avec cette documentation en essayant de croiser évidemment les informations, parce que c'est peut-être le principal problème aujourd'hui de s'emballer sur un fait sans chercher la suite. Et je pense que le but premier de ce livre, c'était ça, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut dire un peu scientifiquement sur ces grandes questions aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut imaginer et de se dire en fait que tout ça en fait doit pas être aux mains de ceux qu'on appellerait des décideurs ou des gouvernants, mais qu'en fait, notre propension à nous documenter, disons sérieusement, est un atout majeur en fait pour la suite, je pense, pour un peu avoir un peu une main sur le futur. Ok, d'accord. Mais merci. On va terminer pour le livre. J'ai d'autres questions, mais sur votre autre activité. Ouais. Le livre s'appelle Imaginer demain, chronique cartographique d'un monde à venir. C'est aux éditions Arban Collin. On mettra tous les liens, sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Et on fait gagner un exemplaire. Pour ça, il faut juste nous envoyer un message en nous disant que vous voulez le livre et nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Sinon, vous gagnez rien. On va parler de votre pseudonyme, Cobry. Ouais. Pourquoi Cobry? Il y a une signification? Oui, Cobry, en fait, ça veut dire pont. Je m'appelle Julien Dupont, hein, donc et ça veut dire pont en arabe égyptien. Et donc pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai passé 2 années là-bas à travailler comme enseignant il y a pas mal de temps maintenant, il y a 20 ans. Et donc voilà, c'est le surnom que je m'étais trouvé. J'avais juste transformé mon nom, et c'est donc le nom que j'utilise, notamment pour les cartes que je fais, et puis également pour ce que je fais à la radio aussi. On fait de la fiction radiophonique. Ouais. Alors, la fiction historique, comme on entend beaucoup sur France Inter, France Culture, ou de la fiction imaginaire? Non, alors c'est vraiment, là, pour ce qui est de la radio, c'est de la fiction imaginaire. Ça a longtemps été associé à une émission à laquelle je participais sur Radio Canu, puisque j'ai beaucoup fait beaucoup de choses sur Radio Canu, mais notamment avec une émission qui s'appelait Méga Combi et qui était une sorte de radiozine qui mêlait documentaire et fiction. Et moi, j'avais plutôt cette tâche-là, un peu de faire des faux journaux d'actualité. J'ai aussi un peu je viens de participer à l'écriture de fiction. Alors pas du tout des fictions historiques, hein, c'était une des fictions s'appelait La salle des personnels et parlait d'une salle des profs. Voilà, on a aussi adapté avec le groupe d'amis, on avait adapté Zai 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 de Fab Caro. Donc c'était des adaptations ou des fictions. Et voilà, en radio, moi je déclinais tout ce qui était plutôt de l'ordre de la fiction. D'accord. C'est encore écoutable aujourd'hui? C'est trouvable? Oui, Méga Combi, c'est une émission qui est toujours écoutable. À noter qu'elle avait été récompensée en 2014 par le prix de la meilleure émission de la SCAM. Et voilà, on peut toutes les réécouter. Vous tapez Méga Combi sur n'importe quel moteur de recherche. C'est un blog Arte. Ils sont toujours actifs. Et voilà. Et j'ai participer aussi un peu à d'autres projets, notamment un projet de concert, pour le disque d'un auteur qui s'appelle Renaud Bistan et qui a fait un album qui s'appelle Radio Bistan et qui était à la fois qui utilisait le médium radio un peu entre les chansons. Enfin, ça s'articulait un peu entre chansons et puis flash info documentaire autour de thématiques qui étaient liées souvent à l'écologie ou à l'éco-anxiété. D'accord, et vous avez une âme d'artiste, quoi, en gros, entre les cartes imaginaires et des fictions. Oui, moi j'ai toujours écrit des textes, hein, j'ai toujours écrit des fictions. Il se trouve que pendant un bon moment, la radio, c'était intéressant pour ça, parce que comme il y a une régularité, ça permet de les diffuser peut-être plus facilement que par l'édition. Puis bon, l'écriture de forme brève est pas très éditable aussi. Donc oui, non, j'ai toujours écrit des fictions, des histoires, et là le livre c'est un peu un prolongement de ça, même s'il y a une partie qui est scientifique. Ce que j'avais à imposer, peut-être aussi ce qui intéressait Armand Collin, c'est qu'il y ait une partie fiction qui sorte un petit peu de l'ordinaire d'un ouvrage scientifique, en fait. Voilà, de donner un contrepoint fictif avec l'idée que la fiction fait partie en fait
des datas, des données qui nous permettent d'appréhender le monde, en fait. Ok, super. Et aujourd'hui, vous faites encore de la radio avec Radio Canu ou autre? Alors j'en fais de manière ponctuelle, j'en fais en appui. Cette émission, Un méga combat a disparu, et l'ami qui la dirigeait travaille maintenant sur Arte Radio, donc de temps en temps je travaille avec lui sur Arte Radio et sur ses nouveaux formats, une émission qui s'appelle le Radio Show, qui est une émission enregistrée en public, parce que c'était aussi l'aspect intéressant de la radio, c'est de faire de la radio aussi en public. Ça donne une autre voilà, une autre énergie qui est intéressante et que j'aime bien. Ben, c'est génial. Voilà. Nickel. Mais on mettra aussi les liens du coup de Média Combi et de Radio Show sur la site internet, les réseaux, etc. Donc cliquez dessus. Ok, super. Mais super, je vous remercie vraiment beaucoup Merci. d'avoir accepté l'invitation et d'être venu dans nos non-locaux. Je vois ça. On touche du bois bientôt. Merci encore et Très je bien. vous dis à bientôt. Merci. Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage Control. Previously on Fringe.